Des longues files d'attente aux arrêts des minibus, une scène de vie commune à Addis Abeba. Il y a 1 an et demi, un tramway a été inauguré pour désengorger les rues de la capitale éthiopienne. Mais ce projet qui a coûté 475 millions de dollars n'a pour le moment pas convaincu la population. Vous pouvez attendre jusqu'à 30 minutes pour que le tram arrive. Ils avaient promis qu'un tram viendrait toutes les 6 minutes lors de l'inauguration. Largement financé par des fonds chinois, le premier tramway moderne d'Afrique subsaharienne devait permettre de décongestionner la ville. Avec une capacité de départ de 60 000 voyageurs par jour, ce nouveau transport est déjà surpeuplé. Aujourd'hui, plus de 120 000 passagers l'utilisent au quotidien. Avec le nombre de trains que nous avons, il est impossible d'atténuer la congestion des transports. Mais nous pouvons dire qu'il a eu un impact positif, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons transporté plus de 50 millions de personnes. Mais l'usure se fait déjà sentir. Avec un tiers des 41 wagons en réparation, les retards ne font que s'aggraver. Comment se fait-il qu'il y ait déjà autant de problèmes en seulement 1 an? Les wagons devraient être de bonne qualité et fonctionner. Il faudrait aussi qu'ils limitent le nombre de passagers dans chaque train. Le tram est moins cher que le bus et il est censé être plus rapide. Mais la population d'Addis ne fait qu'augmenter et nombre des 4 millions d'habitants de la ville doivent encore utiliser les ânes bleus, le nom donné aux minibus éthiopiens, inconfortables et très polluants. À Belfast, l'art urbain est présent à tous les coins de rue. De nombreuses fresques racontent l'histoire du conflit nord-irlandais, près de 3500 morts entre 1969 et 1998. Un passé douloureux dont les stigmates continuent de marquer la ville à l'image de l'ancien mur de séparation entre catholiques et protestants. Aujourd'hui, les artistes nord-irlandais veulent donner un nouveau visage à la ville avec, pour seule arme, une bombe de peinture. Je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que la ville change complètement de visage, que ce soit différent de ce à quoi elle ressemblait pendant la guerre, donner quelque chose de positif, de brillant, de joyeux, quelque chose auquel les gens pourraient s'identifier plutôt que de se sentir agressés. Spécialiste des portraits, cet ancien DJ au chômage peint aussi bien les stars que les sans-abri. Sa dernière série en date lui a valu le surnom de Banksy de Belfast, en référence à l'artiste britannique. Aujourd'hui, on dénombre plus d'une centaine d'œuvres de street art dans les rues de la capitale nord-irlandaise, et si la plupart des artistes se disent apolitiques, leurs peintures ne sont pas dénuées de messages. À l'image de cette immense fresque où 2 flèches transpercent une colombe de la paix. L'une symbolise le catholicisme, l'autre le protestantisme. À Belfast, religion et politique ne font qu'un. C'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de colère sous-jacente ici. Beaucoup de gens sont contre les dirigeants parce que nos dirigeants sont vraiment nuls. Donc beaucoup de gens sont en colère à cause de pas mal de choses. Et ils expriment cela à travers leur art. Et le street art en fait partie. Pendant des décennies, les fresques murales ont servi à délimiter les quartiers entre les différentes communautés de Belfast. La nouvelle vague d'artistes de rue semble bien décidée à marquer son territoire d'une nouvelle façon, avec comme mot d'ordre l'union plutôt que la division. Satsuki a retrouvé le sourire, mais elle n'oubliera jamais le 11 mars 2011. Aujourd'hui âgée de 15 ans, cette lycéenne japonaise a tout perdu dans la catastrophe de Fukushima. Sa maison, engloutie par le tsunami. Elle a ensuite dû quitter sa ville natale de Tomioka pour échapper aux radiations. Arrivée dans la banlieue de Tokyo, elle ne s'attendait pas à subir une nouvelle épreuve, le rejet et la discrimination contre les réfugiés de Fukushima. J'étais déjà vraiment mal en point. J'avais envie de mourir. Alors les harcèlements et les brimades à l'école n'ont fait que renforcer ce sentiment. Je ne voyais aucune raison de vivre. Le cas de Satsuki n'est pas isolé. D'autres familles évacuées après le tsunami ont été mises à l'écart par les habitants de leur région d'accueil par crainte des radiations. On m'a déjà demandé « Les radiations, c'est contagieux, non? Tu devrais rentrer chez toi. Pourquoi tu restes ici ?» Les 2 jeunes filles sont aujourd'hui de retour dans la zone sinistrée,
où le lycée de Futaba Mirai accueille aujourd'hui un peu moins de 300 élèves. Dans ce club de théâtre, ils ont monté une pièce pour raconter leur histoire. Ils ont clairement pris conscience que ce qu'ils font à travers cette pièce peut aider les autres. Car malgré la reconnaissance de la catastrophe par la société japonaise, le traumatisme reste encore difficile à exprimer pour les évacués. Le fait qu'un évacué élève la voix peut être perçu comme une remise en question du gouvernement ou de la société japonaise dans son ensemble. Les évacués sont dans cette situation intenable où, en plus d'être précarisés, le moindre de leurs mouvements peut être la cible de critiques. 6 ans après la catastrophe, le gouvernement japonais s'apprête à rouvrir partiellement 4 nouvelles communes. Au total, 68% des zones évacuées seront de nouveau accessibles. D'après Tokyo, elles sont désormais sans danger. Elle raconte son enfance heureuse et puis les coups qui commencent à pleuvoir. Alexandra a 13 ans quand son père commence à la battre. L'enfer physique et psychologique va durer 5 ans avant que la jeune fille ne quitte le domicile familial. Il me frappait toujours sur la tête. Parfois, il me frappait si fort que je volais à travers la pièce comme une balle de ping-pong. En 2015, environ 7500 femmes sont mortes de la violence domestique en Russie, d'après l'association ANA. Une toute nouvelle loi adoptée par le Parlement conservateur prévoit pourtant d'adoucir les peines prévues pour les agresseurs. Une simple amende au lieu de 2 ans de prison, sauf en cas de violence grave ou de récidive. Les conséquences pour les agresseurs sont plutôt sérieuses. Une amende de 78 à 471 € ou une peine de 5 à 15 jours de prison ou des travaux d'intérêt général. La loi, jugée encore trop punitive par l'Église orthodoxe, a provoqué un vif débat dans un pays où la violence domestique est souvent banalisée. D'après un rapport officiel, une Russe sur 5 a été battue par son compagnon au cours de sa vie. C'est un pas de plus en arrière car les femmes et les enfants se retrouvent sans protection. Il est apparemment difficile pour la société de comprendre que la femme victime de violences domestiques vit en réalité une situation de totale vulnérabilité. Même si elle a coupé tout contact avec son père, Alexandra souffre toujours aujourd'hui de dépression et de cauchemars. Elle craint aussi que la nouvelle législation ne renforce le sentiment d'impunité des agresseurs. Celle qu'on surnommait la cité des jardins, aujourd'hui jonchée de parterres d'ordures. Bangalore attirait surtout les retraités en quête d'air pur, avant de devenir la Silicon Valley indienne. Mais victime de son développement urbain effréné, les poubelles se sont empilées. Comme ici, à 2 pas d'une usine de traitement de déchets autrefois fermée, qui a dû rouvrir en 2013, et peine à contenir l'afflux. Cette puanteur, c'est indescriptible. Elle peut arriver n'importe quand. Ça pue tellement que ça peut vous réveiller en pleine nuit. Vous fermez les portes, mais impossible d'y échapper. J'ai une rhinite allergique, qui est l'une des nombreuses maladies respiratoires que l'on développe lorsqu'on est exposé à des niveaux élevés de pollution. Direction de l'usine assure que ces tuyaux filtrant les odeurs seront bientôt mis en marche. Mais le problème est bien plus vaste. En 20 ans, la population de Bangalore est passée de 3 à 8 millions et génère désormais 3500 tonnes d'ordures par jour. Et faute de lieux appropriés, une partie de la population se débarrasse de ces ordures en les abandonnant simplement dans la rue. Un délit contre lequel la municipalité entend lutter grâce à une centaine de caméras de surveillance. Nous remonterons la piste de ces personnes, nous demanderons aux gens s'ils les connaissent. Ensuite, nous les informerons que si ça se produit à nouveau, nous déposerons une plainte et leur ferons payer une amende. Autre initiative, équiper les bennes de ramassage de puces GPS pour vérifier en temps réel qu'elles effectuent bien leur tournée. Mais pour les groupes citoyens, les autorités n'en font pas assez.
Cela a plus à voir avec leur façon d'agir face à la situation. Pour nous, elles passent plus leur temps à éteindre des feux qu'à s'attaquer au problème dans sa globalité. Si les caméras de surveillance ne fonctionnent pas, la mairie de Bangalore envisage une méthode plus pragmatique, mobiliser d'anciens militaires pour faire la chasse aux pollueurs sauvages.